Dans cette intervention, nous avons essayé de comprendre quelles étaient les grandes tendances à la manœuvre, je dirais, de cette transformation digitale, quels étaient les impacts dans l'entreprise, à la fois dans la relation avec les clients, dans les processus de l'entreprise, les conséquences sur les business models et puis surtout, évidemment, sur l'organisation du travail, la place de l'homme dans l'organisation et forcément la place du management. Ce que nous nous sommes dit, c'est que cette transformation, elle allait très vite, qu'elle ne faisait que commencer, qu'elle allait continuer à accélérer et qu'elle allait heurter toute une série de pratiques de management que nous avons mis en place et développées ces dernières années. Donc une grande aventure qui commence pour la plupart des entreprises qui seront toutes touchées, mais une entreprise évidemment passionnante pour tous les acteurs de l'entreprise. Il y a des fondamentaux qui ne sont pas différents. Et que si vous faites des erreurs stratégiques, si vous faites du mauvais management, c'est pas parce que vous êtes dans le digital qu'on vous le pardonnera. Et qu'à un moment donné, c'est juste la loi de toutes les entreprises qui s'applique au digital comme pas au digital. La deuxième chose, c'est que quand même, les business models du digital sont plus complexes. Ils sont complexes parce qu'ils imbriquent des problématiques techniques, des problématiques et de business models propres au digital, et que ce n'est pas toujours facile de les analyser correctement, et que ce niveau de complexité, à un moment donné, peut échapper à la gouvernance, au management. Alors, pardonnez-moi cet anglicisme, dans le domaine de la relation client, il y a en gros trois choses qui sont devenues les piliers des comportements d'aujourd'hui, du consommateur et du nouveau client. Le premier est une évidence, c'est qu'on fait ses courses à partir d'Internet, enfin sur Internet. On le fait avec différents outils, ça peut être son téléphone mobile. Aujourd'hui, il y a clairement plus de 50% des transactions dans le monde qui se font à partir du téléphone portable. Deuxième pilier du changement en matière de commerce, c'est le développement et la place qu'ont pris les réseaux sociaux dans les conversations entre consommateurs, entre clients et entre les clients et les marques auxquelles elles veulent s'adresser. Et vous allez voir que c'est une grande tendance du digital, c'est que le digital, c'est du service. C'est englober, apporter quelque chose qui va avoir de la valeur pour le client parce que du coup va s'établir une relation avec ce client, une relation de fidélité peut-être, une relation où il va vous donner les clés de la façon de le conquérir. Et donc il faut être à la fois un acteur qui apporte de la confiance mais aussi du service. Le troisième pilier, c'est le mélange entre le physique et le digital, entre le e-commerce et Internet et le physique. Alors, le digital crée de la disruption en matière de business model, et c'est vrai. La première, c'est la désintermédiation. C'est tout d'un coup, vous avez Amazon s'installe sur un marché, évidemment qu'il s'installe entre les clients de Seb et Seb, et désintermédie éventuellement les ventes directes de Seb, mais aussi les distributeurs de Seb. Le deuxième grand modèle qui fait de la disruption, qui modifie les business models, c'est le modèle collaboratif. C'est l'idée qu'on va faire émerger une nouvelle offre parce que des personnes vont ensemble fabriquer une nouvelle relation de commerce. Je mets à la disposition de qui voudra bien la louer la chambre d'amis de mon pavillon, de mon pavillon ou de mon appartement ou ma maison de vacances. Et il y a évidemment plein d'exemples de places de marché où des consommateurs mettent à disposition d'autres consommateurs une partie des biens qu'ils ont acquis. Et puis le troisième modèle qui est en train d'arriver, c'est le modèle des données, c'est-à-dire vous avez des données à un moment donné que vous allez utiliser pour fabriquer un autre service. La première idée qu'il faut avoir, c'est que les algorithmes, le digital, va envahir nos vies et nos usages. Et que les collaborateurs dans l'entreprise vont tous travailler en lien. Alors c'est déjà le cas, sauf que l'interface avec des applications est aujourd'hui beaucoup moins intime, vont travailler en lien avec un certain nombre d'outils qui va guider ou les aider dans leurs actions. Donc il faut avoir en tête que nous allons vivre dans un monde où le collaborateur va avoir beaucoup plus de liens avec
des interfaces digitales. Bien sûr, on imagine les robots comme des robots comme dans les films, mais c'est fondamentalement plutôt des algorithmes qui vont être tout autour du collaborateur, au point d'ailleurs qu'un certain nombre de collaborateurs auront d'une certaine façon un manager de leur activité qui sera un robot, un algorithme qui leur dira c'est plutôt ça qu'il faut faire plutôt que ça. Ce qui est une statistique, c'est que 87% des métiers vont devoir utiliser ou apprendre une interface digitale ou une matière digitale. Ça va être une façon différente de publier, ça va être une façon différente de faire un métier spécifique. 87% des postes devront, ou des métiers, supposeront d'avoir appris un usage digital. Alors certains ne sont pas nouveaux, mais certains le sont. Et donc c'est dire l'effort de formation qu'il va falloir faire auprès de nos collaborateurs en général. Et ce n'est pas qu'un sujet générationnel. C'est que néanmoins, quand on regarde le travail, et on sait qu'on a des études sur ce sujet-là, c'est à peu près 37% des postes qui vont être impactés ou disparaître en partie à cause de l'automatisation ou de l'impact des nouvelles technologies. Tous les métiers qui sont aujourd'hui des métiers de contrôle, je rentre des informations, je récupère des informations de quelque part et je les remets dans un autre processus. Tout ça va pouvoir être automatisé. Alors la bonne nouvelle, ou pas, c'est que bien sûr il y a de nouveaux métiers qui émergent, mais nouveaux métiers qui sont en tension. Bien sûr, alors on parle tous les ans de la pénurie de gens qui peuvent développer et de la capacité à coder. C'est un écart qui croît de 50% par an. Mais c'est aussi tous ces spécialistes de la donnée, tous ces chercheurs qui vont être capables d'utiliser des moteurs d'intelligence artificielle, tous ces métiers de la technologie, de ces technologies nouvelles qui sont évidemment en grande pénurie. Et on tombe sur des sujets assez sympathiques, parce que très sain, c'est finalement, il va falloir être attractif pour attirer ces nouvelles compétences, en plus du fait qu'il va falloir travailler sur la reconversion et l'adaptation des compétences de vos collaborateurs et de nos collaborateurs actuels. Quand on imagine les compétences du siècle, enfin, ou des années prochaines, on est évidemment sur à la fois des compétences qui sont très techniques, parce qu'elles seront nécessaires pour tous, mais aussi des compétences qu'on a peu valorisées ces dernières années et qu'il va falloir absolument développer. On est dans les soft skills, on est dans des choses qui s'enseignent difficilement, en tous les cas pas du tout aujourd'hui dans les écoles françaises, et que l'on valorise pas facilement. La bonne nouvelle, c'est que ça donne des chances à des tas de gens, et la nécessité de l'empathie et de compétences très différentes. Vous connaissez tous cette citation d'Henry Ford, c'est si j'avais demandé aux gens, à mes clients, ce qu'ils voulaient, ils m'auraient dit je veux des machines, je veux des chevaux, enfin je veux des carrioles ou des voitures à cheval qui aillent plus rapidement. Moi, je leur ai proposé une voiture. Donc, il faut écouter son client, deviner, mais aussi être capable de deviner au point de deviner ce qu'il va adopter comme étant un changement. Et on est dans une période, ce qui n'a pas été le cas depuis bien longtemps, où il va y avoir des réinventions de ce type. Et encore faut-il donc être capable de laisser fleurir l'innovation dans l'entreprise, ce qui est aussi un enjeu majeur de management pour les années à venir. Donc, devenir une entreprise qui est client-centrique, c'est-à-dire faire confiance au terrain et pas au processus, ce n'est pas une petite révolution. Apprendre de ce que l'on observe ou de ce que l'on entend dès lors que l'on a observé, ce n'est pas une petite opération non plus. Enfin, quand on est apprenant et qu'on veut tester des nouvelles choses, et réellement la vitesse à laquelle vous allez être capable de sortir des nouveaux produits, de les tester, de les essayer, est un sujet structurant de cette période de transformation, ça veut dire qu'il faut autoriser l'échec. Et que donc, il faut être capable d'avoir de la confiance et d'essayer et de laisser votre organisation se tromper. Alors, on n'est pas obligé de se tromper tous les jours et de façon importante. Il faut pour autant avoir du coup une capacité d'arrêter un certain nombre de choses, de mesurer les choses, mais cette capacité d'apprendre, elle passe par l'essai,
et ce qu'on appelle le test and learn. J'essaye, j'apprends, parce que finalement, on est dans un univers où on ne sait pas qu'est-ce qui va faire tilt auprès du client, parce qu'on ne l'a pas encore fabriqué. Alors, vous avez compris, les managers, ils ne sont plus là pour guider les opérations au quotidien. Hein. Ils ne dirigent plus. Il n'est sûrement plus dans un mode command and control. Il est dans un schéma d'animation. Ça veut dire qu'il délègue. Il va falloir s'habituer à avoir une conversation avec les collaborateurs et les rendre à l'aise dans un monde qui va bouger beaucoup. Hein. Donc, donner un cap, mais néanmoins se donner de la flexibilité dans la trajectoire. Donc, un modèle de leadership qui n'est pas forcément tellement aux antipodes de ce que l'on aimerait être. Je pense que si on demande à des leaders aujourd'hui de se définir, il y en a plein qui vont dire « je fais ça déjà tout le temps ». Dans la réalité, ce n'est pas tout à fait le modèle qui était valorisé ces dernières années. Et j'y reviens, et je l'ai dit plusieurs fois, attention, on n'a pas le temps. Hein. Dans 7 ans, 8 ans, ce monde qui nous paraît très futuriste et très loin, il sera là. Dans les détails, on ne sait pas, mais on est sûr qu'on sera dans un monde totalement différent. Et le risque, c'est de se dire, finalement, quand on est là ensemble, que j'ai un micro qui ne parle plus, on pourrait se dire, tiens, je suis dans le monde d'avant, quoi. Il n'y a rien qu'à changer. Et ça, c'est terriblement redoutable, parce qu'un jour, on se retourne et on se dit, tiens, zut, tout a changé. J'aime bien cette citation de notre petit lion et de notre petit Calvin. J'aime bien aussi ce que dit Steve Jobs sur ces sujets-là. On s'est toujours trompé quand on a voulu faire des projections à relativement moyen terme. On a toujours, vous vous souvenez peut-être, le frigidaire qui était capable de faire ses courses lui-même, enfin, etc. Tout ça, la domotique, etc. C'était pour demain matin. Donc il dit là-dessus, on s'est toujours trompé. On a dit c'est à un horizon 5 ans, c'est toujours 3-5 ans, on s'est toujours trompé. Par contre, à 10 ans, on s'est toujours trompé à l'envers. Et il y a des choses qui sont arrivées beaucoup plus vite qu'on ne l'a imaginé et que l'on ne regardait pas bien parce qu'elles nous paraissaient très lointaines. Voilà. Donc voilà l'aventure dans laquelle nous sommes tous embarqués.